Donc avant de poursuivre, j'aimerais prévenir les plus sensibles que la soirée ne sera pas placée sous le signe du politiquement correct, de la langue de bois ou du double langage. Par contre, je tiens à préciser que nos propos n'engagent en rien la responsabilité de nos intervenants et de nos hôtes. Vous constaterez que l'Europe n'est pas associée à ce titre, tant il est évident à nos yeux que la politique étrangère menée par Catherine Dolly Ashton paraît cloner celle de Washington. Il en va d'ailleurs de même avec Mario Draghi, commissaire en charge des finances, ancien de Goldman Sachs, vraisemblablement pas étranger aux manipulations du cours de l'or en 2013. Quant à la politique éclairée du président Barroso, heureux celui qui trouve une lueur de cohérence. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la génération que je représente a grandi avec la menace d'un bloc soviétique prêt à nous envahir, d'un communisme inquisiteur et spoliateur, et d'un parapluie bulgare toujours prêt à frapper. Notre seul rempart, l'oncle Sam, à qui nous vouons, depuis qu'il nous a libérés de l'occupation allemande, une reconnaissance aveugle. Adolescent, partir en vacances à l'Est paraissait relever de l'aventure, voire même d'un penchant soit subversif, soit suicidaire. Depuis mon entrée dans l'armée, l'ennemi n'a cessé d'être rouge et l'assaillant venait toujours de l'Est. J'ai commencé ma carrière d'enquête, dans cette menace soviétique semblait si précise que des dispositions avaient été prises en cas d'envahissement de l'Autriche par les chars russes pour que les comptes ouverts en Suisse soient aussitôt transférés outre-Atlantique. Les banques centrales occidentales avaient d'ailleurs déjà anticipé ce mouvement, puisqu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale déjà, elles avaient transféré leurs réserves d'or à l'étranger, dont près de 50% à la Réserve fédérale de New York, d'où elles se sont, semble-t-il depuis, totalement évaporées à leur insu. Alors où l'ennemi a changé de camp, nous y reviendrons, je vais laisser au colonel Luc Monnier le soin de nous rappeler que la Russie n'a pas toujours été une menace pour nous et qu'à l'heure de commémoration marquant le bicentenaire de l'entrée de certains cantons dans la Confédération, entre 1803 et 1815, notamment Genève, Beauvalais, Neuchâtel, il serait bon de se remémorer ce qu'elle a fait pour nous et ne pas oublier que ces généraux et ces soldats sont également venus se battre dans nos Alpes pour nous affranchir de l'impérialisme de l'époque, celui de Napoléon Bonaparte. Alors, Monsieur Luc Monnier, né à Vevey le 22 juin 1955, a grandi sur les rives du Haut-Léman, marié sans enfant. Officier dans le régiment vaudois d'infanterie de montagne, il a la chance de faire la connaissance du colonel EMG Daniel Reichel et le privilège de l'accompagner dans ses réflexions philosophiques, comme de l'assister dans ses travaux historiques à la Bibliothèque militaire fédérale. Instructeur des troupes de forteresse à Sargans et Saint-Maurice dès 1987, il commande successivement comme capitaine puis major un groupe de forteresses de l'armée 61 et après la réforme armée 95, un bataillon de pionniers de forteresse. Il poursuit parallèlement sa carrière professionnelle au service de la formation et d'application de l'artillerie. Il sert ensuite dans différents états-majors de l'armée, de l'échelon régimentaire en passant par celui d'une grande unité du front ouest jusqu'au corps d'armée de montagne 3. On le retrouve également comme chef de classe dans les stages de formation d'état-major ou de commandement à Lucerne. Après quoi, il collabore au domaine de la doctrine militaire au sein de l'état-major de planification de l'armée à Berne. Ainsi, après avoir survécu à 3 réformes, le colonel Monnier achève sa carrière en qualité d'officier supérieur adjoint au commandant de la brigade d'infanterie 2. Colonel, je vous cède le terrain des opérations. C'est presque compromettant l'opéra à la main. C'est la seule que j'ai pu trouver. Cher Marc, Monsieur le Consul, Mesdames, Messieurs, j'aimerais ce soir non pas vous faire un cours d'histoire, mais ce qui me tient à cœur, c'est de vous expliquer pourquoi et comment j'utilise l'histoire. En effet, comme officier de carrière, comme officier de troupe, il m'est apparu très vite que, comme le disait le colonel Reichel, lorsqu'on commande, on a charge d'armes.
Ça veut dire qu'il faut être soi-même persuadé des valeurs qu'on défend pour pouvoir les défendre et les faire vivre dans la troupe, car le soldat, eh bien, il affronte non seulement la peur, la blessure potentielle, mais on lui demande aussi de tuer, le cas échéant, et le sacrifice suprême, s'il le faut. Donc, je pense que ce n'est pas anodin d'asseoir ses convictions sur quelque chose de solide. Et pour acquérir cette solidité, j'ai pensé que l'histoire était un peu comme l'éthiologie pour le médecin, c'est-à-dire qu'elle permettait de comprendre un peu les mécanismes qui conduisaient à cette crise maximum qui est la guerre. Donc, c'était un peu ma démarche. Et ce soir, j'aimerais vous dire d'emblée, sans la Russie, pas de Suisse. Pourquoi? Eh bien, vous savez, comme instructeur des troupes de forteresse, vous l'avez entendu, entre le groupe 22 de la région de Champais, d'Ailly et Sargans, là où j'ai fait mes armes, je me suis aussi beaucoup intéressé à la région du Gothard, pour des raisons professionnelles, mais le Gothard est aussi marqué d'histoire. Le Gothard, c'est 3 millions de nuitées. Ça veut dire que les armées russes de l'époque ont non seulement passé, mais elles ont laissé des traces qui ont des stigmates dans la roche, notamment près du pont du Diable, le monument Souvorov que vous pouvez voir de l'autre côté dans les Cholonnes, interpelle à plusieurs titres. Parce que pour nous, et pour moi vaudois, Souvorov, c'est bien sûr un souvenir scolaire, c'est une épopée, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que ici, de ce côté, je dirais, de la Sarine, c'est Napoléon, c'est l'acte de médiation, cette époque. Vous voyez, on se situe donc à la fin du XVIIIe, début du XIXe, c'est l'épopée napoléonienne. Et puis, lorsqu'on focalise un petit peu plus et qu'on va dans le détail, ben, on s'aperçoit que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. L'histoire suisse est très compliquée. Alors, Souvorov, pour les Suisses alémaniques et pour les habitants de l'Ourserun, c'est le libérateur. Pour toute la Suisse centrale, c'est l'espoir de voir triompher des valeurs qui appartenaient à l'Ancien Régime. Je vous rappelle que 1789, la Révolution française, les droits de l'homme, les droits naturels de l'être humain. Donc c'est inspiré par Robespierre, c'est plein d'idéal. Ça sera récupéré en 1795 par une nouvelle constitution qui a compris qu'avec du feu, du fer et du sang, on pouvait faire de l'or. Et comme à l'époque, tiens donc, la Suisse est riche. Les services étrangers, les régimes ont capitulé, ont fait la richesse du pays. Donc, ça devient intéressant. Parce que les grands idéaux, c'est une chose. Mais je crois que tu l'as dit dans ton introduction, et Viche le souligne, bah derrière l'idéal, il y a souvent des aspects beaucoup plus matériels. Donc, 1798, le directoire entre dans le pays à l'instigation de certains personnages. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte. Et comme vaudois, c'est pénible cette période parce que je suis obligé de parler d'un personnage qui est à la fois un héros vaudois et quelque chose qui est quand même très équivoque. C'est Frédéric César de Laharpe. Mais c'est un personnage clé. Alors Frédéric César de Laharpe, c'est un fils de pasteur qui, comme beaucoup de jeunes vaudois, va faire des études, mais sera bloqué dans sa carrière puisqu'il est vaudois sujet de Berne. On est sous l'Ancien Régime. Et leurs excellences étaient bienveillantes à l'égard du peuple vaudois.
c'était une occupation, il ne faut pas l'oublier, que c'était le modèle qu'avait pris Jean-Jacques Rousseau pour la République idéale, le pays de Vaud occupé. Mais voilà, pour des gens qui sont ambitieux et qui souhaitent faire une carrière plus illustre, bah, c'est un petit peu comment dire, bloqué. Donc, ces gens-là vont être comment dire, éblouis par les soubresauts de la Révolution et vont peut-être essayer d'y trouver une opportunité. On n'est pas encore là. Le cousin de Frédéric César, Amédée, sera le général de la Révolution. Donc il y a des accointances aussi directes avec je dirais, les prémices de cette révolution et les premières heures de cette révolution. Mais Frédéric César, lui, va suivre un autre chemin. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, parce que en 1782, il sera pressenti pour accompagner deux enfants, qui sont autres que Constantin et Alexandre, donc les petits-enfants de Catherine II, impératrice de Russie. Et Frédéric César va les accompagner en Italie. Et comme il a 29 ans, c'est un jeune homme plein d'allant, il va assez rapidement avoir des relations, je dirais, enthousiasmantes pour ces deux jeunes gens, notamment Alexandre, si tant est qu'il sera donc pressenti, puis prévu comme précepteur de ces jeunes nobles russes. 1783, Frédéric César va à Saint-Pétersbourg, sera donc le précepteur d'Alexandre, le futur empereur de toute les Russies, Alexandre Ier, jusqu'en 1795. Alors, dans cette période, il faut voir que le jeune Alexandre est un préadolescent et un adolescent plein d'enthousiasme. C'est certainement quelqu'un de sensible. Sa biographie nous montre qu'il a aussi une attirance mystique. C'est certainement l'âme russe. Vous me contredirez peut-être, monsieur le François, mais je pense qu'il a eu une grande recherche de transcendance et d'idéal. Alors avec Frédéric César, il y a beaucoup d'échanges. Catherine II de Russie a favorisé cette osmose, puisque Catherine II de Russie elle-même était très imbibée de la pensée voltairienne et très cultivée, très francophile. Et puis c'était le moyen aussi pour l'Empire russe de s'ouvrir au monde. Parce que la Russie est un continent qui a une grande inertie, il faut aussi amener un souffle nouveau. Et puis, en 1795, en 1794, Catherine demande à Frédéric César de pousser un petit peu l'éducation de son fils, Alexandre, au détriment de Constantin, pour en faire le futur empereur. C'est pas dans les convictions de Frédéric César, donc il rentre en Suisse en 1795. 1795, là il va s'occuper de la succession de son cousin Amédée, et puis il est dans le bouillon, le foisonnement de la Révolution. Il s'acoquine avec le club helvétique de Paris, avec Hoche, pardon. Et puis, donc, il est pétri d'idées révolutionnaires et il voit surtout une opportunité pour lui d'ouvrir sa carrière. Et voilà, il intrigue auprès du directoire pour que, d'abord, il y a une question pécuniaire, il faut récupérer l'héritage de son cousin. Et puis ensuite, il faut noircir un petit peu le tableau. Les Bernois sont les occupants en ville et qui vivent sur le pays, ce qui n'est pas tout à fait juste, même pas du tout juste, mais enfin bref. Et le directeur qui a bien compris l'idée, donc il faut rembourser les dettes de Marat, il faut financer la campagne d'Égypte, les coffres sont vides, la Suisse est un pays riche, alors ça sera l'invasion.
avec le général Ménard, le général Schaumburg, la prison de Naï, et puis là, l'effondrement, et c'est ça qui est pénible pour nous Suisses, il faut le dire, c'est l'effondrement de ce qui avait été le modèle, je dirais 3 lustres auparavant, où les attachés de défense de l'époque ne tarissaient pas d'éloges sur les préparatifs de combat, sur les arsenaux qui étaient vraiment bien entretenus. Enfin bref, il y avait un modèle militaire en Suisse qui faisait beaucoup d'envieux. Mais la Confédération a vécu. La République de Berne sauve l'honneur. C'est vraiment les seuls qui se sont battus en 1798 avec la victoire de Neuneck et la défaite du Grauholz. À noter que les Vaudois étaient aussi partagés puisque cette révolution n'avait pas le soutien populaire et la légion fidèle de Roverea a sauvé l'honneur de mon canton en restant fidèle, elle aussi, aux seigneurs de l'époque qui étaient donc leurs excellences de Berne. 1799, la Suisse est totalement occupée. Enfin, totalement, oui, mais vous avez l'armée de Masséna, je dirais, à l'ouest, entre Genève et Bâle, jusqu'à Zurich. Et puis de l'autre côté, vous avez les troupes coalisées, la deuxième coalition, pardon. Donc ce sont les Russes, Korsakov, et l'archiduc Charles, et Otze, qui est le commandant du théâtre d'opération en Suisse. On se bat pour Zurich. Zurich est aussi, à l'époque, une ville importante. Il y a 2 batailles. La première bataille, et entre deux, ben voilà, il y a un général russe, Suvorov, qui va remonter depuis le nord de l'Italie, à travers la route du Gothard que vous connaissez, pour, le cas échéant, prêter main forte aux troupes de Korsakov et de Hoche pour prendre Masséna-Altenay autour de Zurich. Mais la deuxième bataille est une victoire de Masséna. La jonction ne pourra pas se faire. Les troupes coalisées refluent. Et Suvorov se trouve dans les Alpes, dans la région du Gothard, confronté aux troupes de Masséna. Et ce sera donc les batailles à travers le Gothard. Je ne vais pas tout évoquer, mais vous direz la fameuse bataille du Pont Bulgare avec cette vision romantique des gens qui se tirent dessus à bout portant. On oublie qu'ils ont passé aussi beaucoup par le Gutsch, une forteresse que j'ai aussi bien connue, qui est un passage, et qui donc permettait de contourner les chevaliers. Et Suvorov, voilà, il est acculé à la retraite. Alors il va combattre jusqu'à l'entrée du Muettatal. C'est une vallée qui permet pratiquement d'aller de la région de Schwyz jusque dans le Glarnerland. Et là, c'est une bataille qui dure 2 jours, qui est un modèle de combat en montagne. Suvorov, il fait preuve d'une maîtrise totale. Les Français sont largués. Le combat retardateur a réussi. Suvorov va pouvoir passer par le Pragel et le Panix en direction de Lucisteig et partir sur les bases arrières, retourner donc d'abord en Autriche, en Allemagne, Bavière et puis en Russie. Et nous, Vaudois, ça ne nous est pas tellement connu, on ne parle pas, on n'en parle pas des masses, parce que vous voyez, l'information et l'histoire, elle est ce qu'on en fait. De la harpe, c'est un héros, mais de la harpe, on lui fait un monument fantastique, un beau monument, mais on est sur une île, quelques encablures de rôle. Donc il faut déjà prendre un bâton, une barque pour aller déposer une couronne au pied de cet illustre personnage. Et de la harpe, c'est un type qui s'y est fait appeler la harpe, de la harpe, en un mot, et puis de la harpe, parce que dans le fond c'était comme un opportuniste. Et, il se voyait un peu mieux que notaire ou pasteur. Enfin bref.
Ceci dit, ce personnage, avec tous les défauts il a une qualité qui va nous être fort utile. C'est ce lien affectif, cette filiation qu'il a avec Alexandre, va nous être utile à nous Suisses, puisque après l'épopée napoléonienne, la Suisse n'existe plus. 1803, l'Helvétique et tout ça, l'armée de l'Helvétique, c'est une armée pour rien, de miliciens volontaires, vous savez, ça revient un petit peu. Enfin bref, c'est une armée qui ne fait que compter les coups, mais elle n'existe plus. Et puis la Confédération a vécu. Quand on casse quelque chose, c'est une chose, mais après, pour savoir pourquoi ça fonctionnait avant, il faut 2-3 générations pour mettre tout ça sur pied. Mais il y a quand même des velléités de vivre ensemble. Les Vaudois ont compris que c'est des Vaudois, que le pays de Vaud n'a jamais fait partie de l'Empire français, ni des Francs, que nous sommes, depuis la nuit des temps, membres du Saint-Empire romain germanique, que Saint-Maurice est prié à Saint-Maurice-la-Gaune et à Magdebourg. Pourquoi? Parce que la Sainte Lance de Maurice a été remise par Sigismond à Othon de Grandson dans l'abbaye de Saint-Maurice, et que cette Sainte Lance, c'est le symbole du Saint-Empire romain germanique. Enfin bref, pour dire, la Suisse, c'est compliqué. Donc, il faut redonner corps à ce pays. Et puis là, après, il y a les traités de paix. Et dans les traités de paix, on nous dit, ouais, Piquet de Rochemont et tous ces lobbyistes, excuse-moi, ont redonné corps à la Suisse, l'ont fait de nouveau exister aux yeux des puissants. Oui, mais je crois que, très franchement, sans l'attachement d'Alexandre Ier pour Frédéric César, les arguments de Frédéric César pour défendre son pays à ce moment, la Suisse n'existerait tout simplement pas. Parce que c'est l'empereur, le grand vainqueur de la coalition, qui va imposer pratiquement l'existence de notre pays ou la renaissance de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai dit, sans la Russie, pas de Suisse. Alors, à l'heure actuelle, et après la guerre froide, c'est peut-être pas mal de se replonger dans son histoire, et puis de savoir où sont nos amis, où sont nos intérêts, et puis de ne pas se laisser, je dirais, emporter par des sentiments manipulés par des arguments, sans avoir soi-même réfléchi de manière critique, pour bien fonder des arguments qu'on nous donne. Je vous ai parlé de ma conception du commandement avec cette éthique qui me porte à, comment dire, à appuyer mes convictions sur quelque chose que j'ai un peu senti. Et je crois que, comme citoyen, il est de notre devoir de ne pas se laisser manipuler, d'être critique, de demander des comptes. C'est donc pour ça que j'ai répondu présent à ton appel. Tu as parlé de deux CD, pardon, deux DVD, excuse-moi. En fait, il y en a 3. Alors, monsieur le consul, messieurs, le premier CD que j'ai fait avec l'équipe de Natacam, donc une équipe russe, qui sont venus en Suisse pour traiter d'histoire, a été consacré à un grand général russe. Un grand général russe qui est mort en Suisse en 1951. Je parle de Karl Emil Gustav Mannerheim, qui, avant d'être le héros de l'indépendance finlandaise, a fait toute sa carrière dans l'armée du Tsar. Il a été cadet, il a été officier auprès des Chevaliers Gardes, il a été commandant d'une brigade des Chevaliers Gardes, il a fini sa carrière comme lieutenant général des armées du Tsar, il a donné sa démission après avoir combattu les Japonais en 1905, les troupes austro-allemandes en Roumanie. Il est rentré en Finlande pour arracher le
grand-duché de Finlande aux bolcheviks. Après, il a fait la carrière, comme on sait, comme maréchal de guerre, et il a combattu ses frères. Et ce qui m'a ému en Finlande, c'est que jamais, aucun Finlandais, bien sûr qu'il y a des inimitiés qui subsistent, n'a critiqué le soldat russe, ni le soldat allemand. D'une très grande dignité. Pourquoi? Parce que, quelque part, je ne devrais pas le dire, mais c'est le même pays. Vous n'avez rien entendu. Et surtout, ne dites pas aux Finlandais, parce que... Mais je donne... Et c'est là où il y a une dimension quasi mystique. La guerre est un principe de fusion. C'est atroce, mais c'est vrai. Alors, voilà, et puis j'aimerais quand même dire une chose. Après la révolution d'octobre, beaucoup des grandes familles russes sont parties sur la Riviera française, Paris. On en retrouve, ça c'est le truc comme chauffeur de taxi, c'est ce qu'on voit dans les films. Eh bien, et là je fais la boucle. Eh bien, lorsqu'à la fin de sa vie, le maréchal de Mannerheim écrivait ses mémoires à Lyon, à la clinique de Valmont, il a retrouvé là-haut sa famille. Sa famille, c'était les princes Orlov, les princes Cantacuzène, la princesse Tcheremetcheva. C'était tout un aéropage issu de l'ancienne monarchie qui se retrouvaient sur leurs valises à attendre des jours meilleurs. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai parlé aussi de l'aspect un peu philosophique ou mystique. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a un petit garçon qui était sur les genoux de Mannerheim, qui s'appelait Pierre, qui était un de mes profs, avant de devenir mon maître de conscience, comme évêque de l'église orthodoxe hors de Russie. Ce Pierre, c'était Pierre Cantacuzène, prince sérénissime hors de Russie et illustrissime en Russie, dont le grand-père avait été chambellan du tsar. Voilà. Alors, et lui se disait vaudois. Il était vaudois. Donc, lorsque aujourd'hui, j'entends des cliquetis, des bruits de bottes et pratiquement des veillées d'armes, je me dis attention, on en est où? Il faut peut-être un peu décrypter qu'est-ce qui se cache là derrière. Quels sont les intérêts? Est-ce que c'est vraiment notre intérêt lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la seule grande puissance qui était favorable à la Suisse, depuis l'affaire des fonds des errants jusqu'à aujourd'hui, c'est nos amis russes. Alors, bien sûr, est-ce que notre neutralité n'est qu'une tartufferie? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu remettre les choses au milieu du village? Est-ce que ici, à l'heure actuelle, je suis en face du portail du général, qui est quand même le symbole d'une manière de voir la Suisse? Alors on peut se gausser, mais moi j'ai lu, disons, dans le texte, dans une étude opérative qui était intitulée « La défense de la Suisse contre la France sans alliance ». Et lorsque je suis tombé en étudiant les lignes d'opération, vous savez, on prend des cartes, on les renseigne, enfin bref, on fait, sur une phrase qui dit « Si l'adversaire a franchi cette ligne, nous avons perdu la guerre ». C'est la première fois que je dis ça. Ça m'a choqué. Parce que une personne qui va au fond des choses comme ça, on ne peut pas le galvauder ou dire que oui, c'est un intellectuel. C'est pas un intellectuel qui fait sa carrière surtout à la fortune de sa femme. Ben non. Je crois que c'est un véritable honnête homme, un officier de grande qualité. Et s'il n'a pas dû prouver ça sur le champ de bataille, bah, tant mieux pour nous, dans le fond. Hein. Mais je crois que c'est un type, il y en a d'autres, mais c'est un type que j'aurais suivi. Voilà.
Merci. Merci mon colonel.